Enchanté Dagan, ça va? Enchanté Dylan. Bah ouais, très bien, et toi? Tranquillement. Content d'être ici. Dans ce beau champ de paille. C'est ça. Bah, c'est marrant comme concept. Un petit peu, mais on essaie de se sortir les doigts et ça. faire différent des autres. C'est ça. C'est mieux que dans un studio de podcast. On n'a pas le temps pour ça. Présente-toi. Bah du coup, moi c'est Dylan. Je suis vidéaste depuis officiellement 1 an. Officieusement 4 ans. J'ai commencé en étant pilote de drone. Et petit à petit, je me suis vraiment trouvé une passion au final pour même la caméra et les plans au sol directement. Raconter des histoires, raconter l'histoire des entreprises ou autres. Je me suis pris dedans petit à petit. Maintenant, du coup, ça fait 1 an que je suis à plein temps là-dedans. Je suis arrivé à un stade, à un certain palier où faire tout seul, ça commence à devenir compliqué. Et en termes de chiffres, je suis en moyenne entre 5 et 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. En 1 an. En 1 an. Ouais, en 1 an. Donc c'est cool. Ok. Carrément. Trop bien. Depuis peu, je fais un peu de formation aussi de vidéaste sur la partie business, acquisition client. Et on essaie de multiplier un peu les sources de revenus. Exactement. Ah, c'est bien. C'est ça. Trop cool. Et toi? Et bah moi c'est Dagan Thomas. On se connaît déjà. Ah bon? Et du coup, bah, moi, je fais de l'opération de croissance. En gros, si tu veux, j'aide des créateurs de contenu à monétiser leur audience. Si tu veux, j'implémente un système marketing sur leur compte Instagram ou YouTube ou TikTok, en gros, avec leur audience. Et puis après, on vient vendre de la formation en ligne, du coaching, un petit peu tout en fonction de ce que leur audience a besoin. Le but, c'est de trouver des créateurs de contenu qui peuvent résoudre un problème. Donc ça peut être des coachs sportifs, des formateurs, par exemple j'ai un formateur en UGC, etc. C'est un petit peu plein de profils différents, mais le système est le même. Et là, en termes de chiffres, voilà, du coup, ça fait un peu plus d'1 an. Pour mes créateurs, on a dû générer à peu près 120 000 euros. Et puis moi, en fait, je prends un pourcentage sur ce qui est généré. Donc c'est cool comme business. Ouais, ça doit être une certaine satisfaction aussi de voir qu'au final, tu arrives à faire en sorte que grâce à toi, d'autres personnes gagnent leur vie. Et du coup, c'est des personnes, c'est des influenceurs, des infopreneurs qui ont déjà une certaine audience. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bah, théoriquement, c'est possible de le faire avec quelqu'un qui n'a pas d'audience, mais autant prendre quelqu'un qui a déjà de l'audience, c'est beaucoup mieux, tu vois. Enfin, tu pars pas de zéro, donc c'est largement mieux. Ouais. Et toi, en termes de chiffres, tu travailles généralement avec des personnes qui ont combien d'abonnés? Sur quelle plateforme? Là, principalement Instagram, parce que ça convertit quand même beaucoup mieux. En général, quand on a des gens de TikTok, etc., on essaye de ramener les gens sur Instagram, parce que la conversion se fait beaucoup mieux sur Instagram, en tout cas par rapport à ce qu'on vend, que ce soit du coaching, de la formation, etc. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, ouais. Et toi aujourd'hui, du coup, avec tes clients, tu es spécialisé dans une niche du coaching ou pas particulièrement Honnêtement, non. Parce que, en soi, j'ai la capacité de monétiser n'importe quelle audience à partir du moment où on répond à un problème dur, en gros douloureux, urgent, reconnu. S'il n'y a pas de problématique, c'est plus dur de vendre, en tout cas vendre cher. Après, tu vois, si c'est des coachs sportifs, des formateurs dans, on va dire, le make money, des choses comme ça, c'est plus facile à vendre. Donc, je cible plutôt ces personnes-là. Après, ça peut très bien être un coach de tennis, tu vois. Mais c'est quand même un peu plus compliqué à monétiser, ou en tout cas à vendre des produits chers, parce que la douleur est moins élevée pour les gens qui jouent au tennis que les gens qui veulent perdre du poids, tu vois. Donc voilà. Et pour le coup, quand tu parles de quelqu'un qui joue au tennis, c'est quoi la personne que tu as pu accompagner qui avait vraiment le business le plus compliqué à produire en termes de marketing, de vente? Le plus compliqué, je pense que c'est dans l'Aerox. Du coup, je bosse avec un gars dans l'Aerox. En fait, le problème, il n'est pas très douloureux, tu vois. Il y a pas, en fait, je pense que plutôt que de vendre de l'Aerox, il vaut mieux vendre un physique esthétique ou quelque chose. Transformation physique, voilà, c'est une ça. perte de poids. Quand il n'y a pas de transformation, que ça soit dans l'argent, la santé, les relations, tu vois, le physique, etc., c'est plus dur à vendre. Et l'Aerox en soi, bon, t'as l'ego qui joue un peu, tu vois, sur le fait de passer la ligne d'arrivée et de mettre ton Insta. Mais le problème, il est pas... La douleur, elle est pas... Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et toi, dans les entreprises, c'est quoi la douleur un peu le nerf de la guerre, c'est toujours de toute façon la money. Ouais. Ouais, donc en fait, souvent, moi, sur quel point de douleur je vais vraiment appuyer sur les entreprises, c'est bien souvent la visibilité en règle générale, mais la visibilité, ça va avec évidemment l'acquisition client. Ouais. Et l'acquisition client, ça va avec la clarification de l'offre,
Ça va aussi avec la delivery, si la personne n'a pas de quoi recruter ou manque de personnel, je peux aussi intervenir là-dessus, sur de l'acquisition de personnel. Ouais. Donc en fait, c'est pas un seul point de douleur sur lequel je vais intervenir. Ça dépend vraiment de chaque entreprise. C'est pour ça aussi que c'est important de bien discuter, de bien sortir ces éléments-là pour aussi, d'un autre côté, pas que vendre, mais juste avoir une vidéo qui performe et qui sert aide vraiment aux objectifs de la boîte. Ouais, carrément. Bon, c'est quoi le planning du coup de ce podcast aujourd'hui? Le planning de ce podcast, exactement. On va parler de plusieurs sujets, 5, si je ne m'abuse. Il y a un 6e aussi, mais ça va être un peu freestyle. C'est petit bonus. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, on va parler de l'IA. On va parler de témoignages clients. Je fais pas du tout dans l'ordre. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on va le faire un peu au feeling. Ouais, bien sûr. On va le faire aussi beaucoup au feeling. Oui. Mais le but, c'est d'apporter de la valeur et puis de montrer un petit peu ce qu'on fait. Donc... Exactement. C'est ça. Et de toute façon, le reste affichera juste là. Donc il y aura aucun problème. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, la thématique, c'est comment est-ce que tu utilises l'IA dans ton travail? Comment est-ce que ça t'aide? Qu'est-ce que tu utilises? Pourquoi tu l'utilises? Et qu'est-ce que tu en penses peut-être aussi plus globalement? Qu'est-ce que tu en penses? Même si on va peut-être pas rentrer dans les détails. Je pense pas qu'il y aura débat là-dessus, mais... Non. Mais ouais. Non, ouais, c'est clair. En tout cas, je pense que dans ton domaine, ça doit être beaucoup plus habituel. Je pense que tes concurrents utilisent majoritairement l'IA. Maintenant, dans la vidéo, ça reste un peu flou. Je pense qu'il y a peu de gens qui vraiment arrivent à déceler les capacités que tu peux réussir à faire avec de l'IA. Donc moi personnellement aujourd'hui j'utilise forcément beaucoup, que ce soit pour du conseil, même si c'est toujours évidemment à prendre avec des pincettes, ou pour du côté plus technique, de la gestion de devis, de la gestion même d'image au final, même d'image. Et ce qui performe aussi beaucoup au final sur ma niche en tant que vidéaste, c'est sur de l'analyse tout simplement, de l'analyse d'entreprise, comment l'entreprise gère sa visibilité, quels sont ses points de douleur. Au final, faire ça à la main, ça peut être faisable, mais tu vas forcément avoir des lacunes, peut-être oublier d'aller voir le Facebook, et ça va te prendre énormément de temps aussi, quand l'IA au final va te faire ça en 1 minute. Et du coup, tu utilises quoi? Token. Et du coup, tu utilises quoi comme IA? Principalement Claude. Claude Code. Claude Code. À fond. Trop bien. Ouais, petit à petit, en fait, tu te prends au jeu à créer aussi des skills. Utiliser ces skills-là aussi pour pouvoir gérer. Et en fait, le fait aussi de s'y intéresser, de gérer des skills, ça te permet aussi de te démarquer via l'IA. Dans le sens où tu peux te permettre de faire un skills avec ton identité visuelle. Clairement. Que ça fasse pas techniquement IA, même s'il y a toujours une part quand tu crées certaines choses, mais qu'il y ait ton identité visuelle, ton identité de marque, et ça c'est super important aujourd'hui. Puis je pense que c'est bien aussi de se mettre dès le début dedans, à essayer des choses, tu vois, même se planter, tu vois, et puis en vrai ça permet toujours d'avoir une longueur d'avance parce que sinon ce sera quelqu'un d'autre qui le fera, et puis tu te feras dépasser après. Donc même si pour l'instant peut-être que tu tâtonnes un peu, ou sur certaines choses, ou que tu testes des choses, en vrai ceux qui testent, c'est ceux qui prendront toutes les parts de marché, je pense, dans quelques années. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de se focus dessus. Là, en vrai, c'est Claude, en ce moment. Après, ce sera peut-être pas ça dans quelques années. Ouais, peut-être. Après, en espérant aussi que les Français réussissent à faire en sorte que Claude continue de rester bien performant. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que dans n'importe quel domaine, même hormis le fait d'être vidéaste ou marketeur, à partir du moment où tu es entrepreneur, selon moi, l'IA, c'est essentiel pour ne serait-ce que de la gestion de business plus globale, du conseil ou même du brainstorming de ta boîte directement. Clairement. Puis même, ça permet de tout centraliser, toutes tes données, etc. En vrai, ça a accès à tout, ça peut te rappeler des choses que tu as peut-être oubliées. Donc en vrai, si tu n'utilises pas, tu te tires une balle dans le pied, je pense. Je pense aujourd'hui. Ou en tout cas, si tu vas passer beaucoup plus de temps sur des tâches chronophages que tu peux faire beaucoup plus rapidement avec l'IA et forcément du coup avoir la tête ailleurs aussi. Ça t'enlève mine de rien de charge mentale de je dois passer 1 heure à faire un devis, je dois passer 1 heure à faire une proposition. C'est des choses que les gens déléguaient avant en plus. C'est ça. Là, tu peux le faire sans déléguer, donc en vrai, c'est encore plus simple. Ça. Donc, ton seul taf, c'est de relire, d'ajuster et d'envoyer. Et puis de redire, de modifie-moi ça. C'est ça. Oui. Ça, c'est beau quand même. Parce que en tout cas, pour ma part, il y a 1 an, tu vois, c'était pas forcément possible. En 1 an,
l'expansion que ça a eu, c'est incroyable. Ah ouais. Et ça évolue toujours énormément. Ouais. Bah, En là, fait, moi je pars du principe que faut tester l'IA comme si elle était infinie. Ouais. Et tu vois si ça passe, tu vois si ça passe pas, tu vois les limites, mais il faut pas hésiter à chercher à atteindre ces limites-là, clairement. quitte à avoir un résultat qui est pas ouf. Et puis dans 6 mois, tu le retestes et dans 6 mois, il sera bon ton résultat parce que ça évolue quand même assez rapidement. Ouais, et puis en plus, moi ce que je fais, c'est que je lui demande si c'est possible de le faire. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça, tu vois? Et ça, c'est... Après, il te dit oui ou non, tu vois. En général, il dit oui. Des fois, tu fais tout le chemin pour réussir à faire le truc. Et après, il dit bah non, c'est pas possible. Mais c'est ça qui est cool. Parce qu'en vrai, ça permet d'apprendre, etc. Donc c'est beau. Ouais, bien sûr. Et là, pour le montage et tout, est-ce que tu... comment t'es avec l'IA pour le montage, par exemple? Pour le montage, ça reste quand même le tout début. Ok. Ça reste quand même en phase bêta, en phase de test. Ça commence à être possible sur de la partie, sur du léger motion design. Si t'es pas trop regardant, voilà, un graphiste qui va bosser avec Claude Code, en tout cas je suis pas graphiste, je sais pas, je connais pas les limites non plus. Peut-être que ça peut être faisable, hein. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, à mon propre niveau d'utilisation de Claude, les motion design par exemple et des intégrations, ça peut être carrément faisable. Si tu mets bien ta DA dans ton skills, ça peut faire en sorte que ça paraisse pas trop IA. Donc ça, c'est aussi une plus-value. Maintenant, pour de la partie montage pure, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible pour le moment. Peut-être qu'un jour ça le sera. Et puis le but, c'est aussi d'être à la page, de forcément s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que déjà, ça me mettrait énormément de temps, je pense, si c'était faisable. Et des tokens, sûrement. Et des tokens. et en fait, quand t'as 100 gigas de rush et que t'as tout à trier et que en fait juste c'est ton œil, c'est ta patte artistique aussi en quelque sorte la partie montage, je pense que c'est pas demain que ce sera possible. Peut-être après-demain. Et là pour les motion design, tu utilises quoi comme tool pour Ouais, très bonne question. Très bonne question. Parce qu'en le faisant avec Claude Code, je pense que c'est faisable, mais c'est pas optimisé. Du coup, en fait, tu as un logiciel. Donc, tu as 2 logiciels. Tu as Raymotion ou Hyperframe. Moi, j'utilise Hyperframe, que j'intègre du coup avec Claude Code dans un skills. Et Claude Code va travailler en fonction et paramétrer Hyperframe pour avoir du coup du motion design le plus performant et le plus détaillé possible. L'idée aussi, quand tu crées du motion design, c'est avant de générer le rendu final, demander tout simplement à Claude de te poser des questions sur ce que tu veux. Bah, en vrai, pour tout. Même hormis, pas spécialement pour le motion design, pour tout, c'est toujours bon à prendre de poser des questions pour reformuler directement ce que tu as pu dire. Ouais, clairement. On va toujours lui demander pose-moi toutes les questions dont tu as besoin, demande-moi tous les docs dont tu as besoin, c'est ça. Pour avoir vraiment la réponse la plus carrée. Et en plus, c'est trop cool parce que ça permet vraiment de croiser toutes, que ce soit des datas, des images, des choses comme ça permet vraiment de tout croiser et d'avoir vraiment le résultat qui va coller avec ton persona ou le persona de l'entreprise avec laquelle tu travailles. Tu vois. Exactement. Ça, c'est vraiment cool. Bah, le fait aussi que ce soit toujours enregistré en fait, qui tu es. Quel est ton persona, il travaille aussi en fonction. Tu mets tous tes clients sur le côté et puis c'est cool. Toi, tu utilises Visual Studio Code ou tu es sur Claude Desktop? Quand j'ai la flemme, je reste sur Claude. Et sinon, quand je fais du travail un petit peu plus poussé, je vais sur Visual Studio. Ok. Moi, j'étais sur Visual Studio Code aussi au début parce que j'aimais bien parce que tu as toute la liste de tes dossiers sur le côté. Tu peux plus facilement trier aussi avec des onglets. C'est plus simple. Si tu bosses sur plusieurs tâches en même temps, là, je préfère. Mais là, je me suis mis sur le desktop parce que tout le monde faisait ça. Donc, je teste un peu. Le classico. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Et puis, ce qui est bien aussi dans le desktop, c'est que dans Visual Studio Code, t'as que la partie code. Ouais. C'est ça, ouais. Mais par contre, dans la page au final de Claude Code plus classique, t'as le chat qui interagit aussi avec Claude Code directement. Donc, t'es pas toujours obligé d'être sur Claude Code pour poser des questions plus simples. Qui au final, peut-être parfois la question plus simple va te rediriger vers un besoin en Claude Code. Ouais, clairement. Ouais, en fait, je pense que genre Claude Code, il faut vraiment lui donner le plus de data possible, tu vois. Parce que au final, c'est de l'IA normal, tu vois. C'est juste que tu peux brancher plein de trucs avec, tu vois. Mais si tu lui donnes vraiment beaucoup de data et beaucoup de skills, etc., ça sort vraiment un résultat qui est incroyable, tu vois. Et du coup, toi, en termes d'acquisition client, comment est-ce que tu fais?
c'est quoi les différentes méthodes, qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce qui marche pour toi? Ok. Déjà, ce que je conseille pas, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes qui, au final, sont un peu has-been, qui peut-être fonctionnaient il y a quelques années et qui fonctionnent plus aujourd'hui. Je parle par exemple, je pense que c'est pareil pour toi, du cold email. Ouais, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend, ouais. Ok, moi en tant que vidéaste, quand tu démarches des entreprises en cold email, ils s'en foutent. Ouais. Ils sont pas là pour rester répondre à des gens en email. Donc ouais, le cold email, c'est quelque chose qui on en entend toujours parler et au final, en tant que vidéaste, ça fonctionne pas particulièrement bien. Moi, je base ma prospection et mon acquisition client sur 3 points. Ça va être les réseaux sociaux, une grosse part, la personal brand, l'acquisition client en organique sur Insta, LinkedIn aussi un petit peu, même si moi je suis un gros flemmard de LinkedIn. Pourtant c'est simple à dire. Pourtant c'est simple, mais je suis un gros flemmard. Mais j'y travaille. Et c'est dans les plans. Évidemment dans mes plans. Même Insta, je pourrais faire beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Et j'essaye de faire plus. D'où le podcast. Tu pourrais connecter Claude à ton Insta et envoyer tes contenus de Insta directement sur LinkedIn. Ouais. Ça, c'est pas compliqué à faire. Ça, on va travailler. Je vais travailler là-dessus. Ce soir. Non, en vrai, en termes d'acquisition client, je pense qu'il y a 3 gros points quand tu es vidéaste. Ça va être les réseaux sociaux, le networking, en fait, juste l'humain. L'humain plus globalement. Tu vas parler à un tel, alors c'est pas spécialement du bouche à oreille parce qu'en fait tu vas le forcer ton bouche à oreille, tu vas pas le forcer mais il faut juste être curieux en fait dans la vie et grâce à ça, ça peut évidemment te générer beaucoup d'acquisitions clients grâce à ça. Et puis c'est plus simple. Quand quelqu'un te recommande ou que quelqu'un parle de toi, c'est beaucoup plus simple à closer après que quand c'est toi qui vas le démarcher. Et plus fun parce que juste tu restes toi-même. Oui, c'est ça. Tu restes toi-même, tu vas juste t'intéresser à la personne qui va y avoir en face de toi. Parler de ton business aussi, de ce que toi tu fais et puis même si c'est pas spécialement la première personne, le premier interlocuteur, peut-être que lui va connaître aussi quelqu'un dans ses contacts. Donc l'humain de toute façon est au cœur du métier, on s'en passera pas. Et c'est très bien comme ça parce que c'est quand même une partie très intéressante. Et 3e point, donc pour démarcher les clients, Insta, les réseaux, le networking plus globalement et le cold call. La prospection téléphonique plus globale. Tu cibles des entreprises. Bon, la base, ça va être sur Google Maps, j'ai envie de te dire. Et puis t'appelles, tout simplement. Il y a des méthodes évidemment pour le faire, pour bien le faire, pour être bien reçu, pour traiter les objections. Il y a évidemment plein de connaissances à avoir pour être performant là-dedans. Beaucoup aussi d'essais. Et je t'en prie, balance la valeur. Je dirais que sur le cold call, déjà c'est en faisant un peu qu'on apprend et qu'on devient à l'aise. Et puis je pense que même à la fin, est-ce que tu es à l'aise à 100%? Moi en tout cas, j'en ai pas fait assez pour vraiment avoir un avis là-dessus. Mais tu es à l'aise aussi à partir du moment où tu sais traiter des objections. Mais ça, c'est plus global. C'est même dans la vente plus globalement. Et puis, c'est pas uniquement pour vendre et pour forcer la vente, au final, de traiter des objections. C'est plus globalement pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui cloche. Pourquoi le client, aujourd'hui, il veut pas. Qu'est-ce qui est plus profond, en fait, que juste envoie-moi un mail. Tu vois, il envoie-moi un mail. Tu réponds quoi à ça? En fait, je réponds juste par franchise. J'ai pas spécialement une phrase toute faite. Mais en fait, aujourd'hui, si quelqu'un te demande d'envoyer un mail alors que tu lui as même pas expliqué ce que tu faisais concrètement et ce que tu peux lui apporter, qu'est-ce que tu vas mettre dans le mail? C'est ça. Tu peux même pas en fait envoyer un mail. C'est juste quelque chose qui est même pas faisable pour toi. Donc évidemment que tu lui réponds que juste le but de l'appel et le but du rendez-vous, c'est justement d'expliquer ce que tu fais et de montrer en termes de valeur. Parce que du coup, pour comprendre, genre, tu fais ton call et tu replanifies un autre rendez-vous? Ouais, c'est ça. Téléphonique, physique? En fait, le cold call, il sert uniquement à avoir le rendez-vous en physique, à savoir quand est-ce que tu peux passer et voir le bon interlocuteur en rendez-vous directement. C'est uniquement à ça que ça sert. L'appel en cold call, il doit durer 1 minute, 2 minutes. Allez, 2 minutes grand max si tu as quelques objections qui passent par là. 2 minutes grand max et il faut que tu aies calé un rendez-vous, un point avec le bon interlocuteur. Ça, c'est vraiment essentiel. Tu peux perdre une vente, tu peux perdre un client à cause de ça. Donc, bon interlocuteur. Rendez-vous calé, relance le jour avant le rendez-vous pour faire en sorte d'avoir le minimum de no-show.
Et puis après, c'est pendant le rendez-vous en fait que tu discutes, que tu cherches à poser des questions. Et pendant le rendez-vous, c'est là que tu laisses parler ton client à 80%. Ouais. Tu lui poses les bonnes questions, tu le laisses parler, t'écoutes, tu reformules. Et tu montres comment tu peux l'aider. Et tu reformules, tu développes et tu reposes une question en rapport avec ce qu'il a dit pour creuser un petit peu plus. Okay. C'est toujours ça en fait. C'est toujours de toute façon. Moi, je pense que la vente et l'acquisition des clients se fait forcément par l'humain. Ouais. Et il faut juste être curieux, chercher à comprendre ce qui va pas. Et puis, je pense que toi comme moi, au final, vu qu'on a notre propre business, quand tu es entrepreneur, tu arrives plus facilement à comprendre les besoins aussi d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs. Donc, tu te mets à sa place au maximum et tu creuses et tu vois ce que tu peux apporter. C'est aussi simple que ça au final. Ouais, carrément. Et puis, je pense que c'est beaucoup mieux que d'avoir une trame de vente ou des choses comme ça. Tu connais les grands principes de la vente, tu vois. Mais à partir du moment où tu as une trame ou quelque chose comme ça, les gens le sentent et c'est pas naturel et puis après ça close pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut connaître les grands principes, savoir comment orienter tes questions, mais pas... en tout cas, moi, je suis pas du tout fan de ça. Pas aller respecter sa trame, poser telle ou telle question, tu vois. Les gens le sentent. Et même avec les gens avec qui je bosse, on fait une trame, mais en vrai, je leur dis, la trame, vous la dites pas mot pour mot, tu vois. Faut comprendre la trame, comprendre les grands principes, et puis après les appliquer pendant ton appel. De toute façon, tous les appels sont différents, et tu peux pas respecter tout le temps la bonne trame. Il y a des questions auxquelles les gens ils vont répondre dès le début. Tu n'auras pas besoin de la poser à la fin, des choses comme ça, tu vois. Donc, toi, du coup, dans la partie marketing, est-ce que tu t'es quand même voué de temps en temps à faire des appels clients et devoir closer, faire des appels de vente, tout ça? Alors, un petit peu au début, en fait. Moi, le principe, c'est que du coup, tu sais, je prends un créateur de contenu et le but, c'est que je l'emmène le plus haut possible, que je lui fasse gagner le plus d'argent possible. Et moi, je touche ma commission, donc plus il gagne, plus je gagne. Donc après, comme je suis tout seul, entre guillemets, je peux pas prendre 15 clients en même temps. Ou alors, il faudrait que je monte mon agence, ce qui potentiellement est dans les projets, tu vois. Mais le but, c'est de se concentrer et de se focus à fond sur 2-3 clients et de les amener le plus haut possible. Donc, j'ai pas forcément besoin de prospecter, parce que là, j'ai déjà 4 clients, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de prospecter. Mais comment est-ce que je m'y prenais? Moi, j'étais un peu... j'essaie de trouver un peu... En fait, je pense que dans la prospection, les gens, ils kiffent quand ils innovent, tu vois. Quand ils voient de l'innovation, ils se disent « Ok, le mec, il innove. Si potentiellement, je fais appel à lui, que je travaille avec lui, il va innover, il va avoir des bonnes idées pour moi, etc. » Vu que tout le monde envoie des pauvres DM qui sont impersonnels, quand tu arrives avec quelque chose où tu innoves, ça fait direct la différence. Moi, ce que je faisais, c'est que du coup, je prospectais uniquement sur Instagram. Et en gros, je faisais des stories privées. Et puis, je me filmais avec ma tête. Et je disais « Hello X, comment tu vas? Bon, on se connaît pas encore, mais s'il te plaît, va checker tes DM, j'ai fait un truc pour toi. C'est vraiment important. » Et comme ça, après, tu amènes du coup le créateur de contenu dans les DM. Et dans les DM, tu lui envoies un Loom où tu analyses son profil et tu lui proposes un appel, tu vois. En gros, c'était ça ma technique. Maintenant, c'est un petit peu vu et revu. Et ce que je faisais après, c'est qu'en gros, avec l'IA, tu vois, je prenais une photo du New York Times et je prenais la tête du créateur de contenu. Et en gros, je la posais sur le New York Times et je disais « Mec, regarde, t'es dans le New York Times, je t'ai envoyé un DM par rapport à ça. » Tu vois, c'était un peu what the fuck. Et du coup, les gens, ils disaient, mais c'est quoi ce délire? Et ils allaient dans leur DM. Même s'ils savaient que c'était fake, tu vois, il y avait quand même un peu cette intrigue. Du coup, ça marchait un peu bien. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment innover parce que c'est vraiment ce qui marche. Et aussi, par rapport à la prospection, je parle surtout sur Instagram. Je pense qu'il y a énormément de gens qui font la même chose, qui ont le même profil Instagram, etc. Donc si tu arrives avec quelque chose de différent, où on voit que tu es authentique, que tu n'es pas en train de montrer ta Rolex ou des choses comme ça, tu vois, en vrai, ça marche beaucoup plus parce qu'il y a plus de connexion. Parce que le créateur de contenu, tu vois, c'est pas forcément ça qu'il veut, c'est pas forcément la Rolex, etc. Parce que sinon, tu l'aurais vu sur son Insta. C'est, en fait, eux, ils veulent vraiment rester, garder leur image, tu vois, des choses comme ça. Ça, c'est l'objection première. J'ai peur que ça détériore mon image si je vends du coaching, etc. Et si tu arrives avec cette proposition de valeur-là, je peux te faire gagner plus d'argent sans que ça détériore ton image, et ça marche direct plus. Plus après, une jolie prospection, un appel de vente où tu forces pas la vente, où tu respectes pas vraiment une trame, mais tu sympathises, tu vois, ça marche vraiment bien. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai prospecté. Là, je prospecte plus. Mais si vous avez déjà eu des clients
ce qui marche bien en prospection, c'est aussi de balancer des témoignages clients, que ce soit dans des relances ou alors dans des, sur ton profil Insta. Tu vois, ça marche vraiment Carrément, bien. on va y venir en plus. On va y venir. Je sais pas si toi, tu as des choses à rajouter sur prospection. Sur le pirate que j'ai devant moi. C'est ça. Le pirate. Moi, j'aime bien un peu les trucs comme ça, Ouais, tu je vois. ça. Bah, en même temps, Les petits hacks. en fait, je pense que ton discours, il est cohérent en fait avec tout ce que tu dis, parce que tu parles à la fois de faire en sorte que tes clients réussissent à vendre leurs produits en restant eux-mêmes, mais toi, mec, t'es le pirate des Caraïbes qui arrive au final à prospecter aussi d'une certaine manière que au final, ça va pas dégrader ton image, juste tu restes toi-même. Mais aujourd'hui, là, comment t'as fait pour avoir des techniques de pirate comme ça qui, au final, fonctionnent et qui sont totalement différentes de ce qui se fait à côté? Et comment aujourd'hui, si là, tu devais reprendre la prospection, tu ferais en sorte de trouver des techniques de pirate finalement? En fait, je pense qu'il faut, entre guillemets, comprendre les grands principes du marketing, comment fonctionne un peu le cerveau humain, etc. Et quand tu vois que tout le monde fait la même chose, il suffit de faire différemment, tu vois. Et en vrai, ça me fait penser un peu, enfin c'est un peu un petit parallèle, mais ça me fait un petit peu penser à tous les gens qui font des écoles de marketing, des choses comme ça. Ils vont tous faire un CV Canva, tu vois, et ils vont l'envoyer aux entreprises. Mais mec, tu fais du marketing, genre tu fais pas un CV Canva pour l'envoyer à une entreprise, tu trouves quelque chose qui va différencier, parce que le principe du marketing, c'est savoir se différencier, créer une image, des choses comme ça. Tu peux pas faire la même chose que tout le monde et espérer avoir mieux que tout le monde, tu vois. Donc c'est un peu comme ça. Et comment est-ce que j'ai appris tout ça? En vrai, c'est en me creusant la tête, en regardant beaucoup de vidéos, en me formant. Pas à l'école, parce que je t'avoue que l'école, c'était pas top. Mais ouais, en vrai, en essayant, en lançant plein de trucs. Et en vrai, c'est en essayant plein de fois. En vrai, ça fait 6 ans à peu près que je fais du marketing. J'ai essayé plein de trucs. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, les grands principes, des choses comme ça, ils te permettent de réfléchir et de comprendre comment est-ce que tu dois t'adresser à telle ou telle personne. Et j'ai peut-être une anecdote là-dessus, c'est encore un autre petit parallèle, mais en technique de pirate. En gros, si tu veux, on a fait un lancement avec un créateur de contenu. Et ce qu'on voulait, c'est d'avoir le maximum d'informations sur nos prospects. Putain, je sais même pas si c'est un peu border. Hein. Mais le maximum d'informations sur nos prospects avant de les avoir en appel de vente pour les closer. Et donc, ce qu'on a fait... C'est légal au moins. Ouais, c'est légal, mais c'est chaud un peu, c'est chaud. Alors ouais, c'est une technique de gros pirates. Ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on a envoyé un email qui partait de la part du créateur de contenu que j'accompagnais. Et en gros, le créateur de contenu, il a envoyé un email sur son histoire, il se dévoilait, etc. Et à la fin de l'email, on disait écoute, là, je me suis dévoilé, maintenant, à toi de me raconter ton histoire. Et donc, en gros, sauf qu'il y avait énormément de monde, tu vois. Donc, en gros, on a récupéré toutes les histoires des gens et on était capable, en appel de vente, d'avoir l'histoire des gens et de dire « Ah putain, mais ouais, j'ai lu ça en réponse à ton mail, etc. » Tu vois, des choses comme ça. Donc, en appel de vente, on était capable de... ils savaient qu'ils avaient renvoyé cet email, tu vois. On était capable de dire « Ah ouais, je me souviens de ce que tu m'as dit dans mon email par rapport à telle ou telle chose, tu vois. » Et là, en appel, ça fait toute la différence parce que le mec, il se dit « Ok, c'est un créateur de contenu qui a 60 000 abonnés et il prend du temps pour moi, pour lire mon mail et il s'en rappelle pendant l'appel de vente, tu vois. » Ah ouais, après, ok. mec, je sais pas si t'as compris un peu. Bah si, en gros pour schématiser, t'as l'influenceur avec qui tu vas travailler. C'est ça. Qui met une story par exemple. C'est ça, c'était un email. Une story où pour le coup il y a un email. Ouais. Raconte-moi ton histoire. Il raconte d'abord son histoire. C'est ça. Et après il fait en sorte que les gens le prospect va raconter son histoire. Et après, une fois en appel de vente, au final, comment ça se passe? C'est pendant l'appel ou avant l'appel, il relit ou... Oui, il relit la fiche client. Ah ouais, il relit la fiche client. Il est capable de dire « Ah putain, d'ailleurs, tu m'as dit ça par rapport à ça. Ouais, je m'en souviens, ça fait foi par rapport à... » Enfin, tu vois. Ok. Et en vrai, c'était... Ouais. Tu te dis qu'un mec qui a 60 000 abonnés t'accorde de l'importance autant que ça, tu vois. C'est un peu comme le setting, tu vois. Parler en DM avec les gens, bon, souvent c'est des setters, mais c'est pour ça que ça marche super bien, tu sais, les profils funnels. Bien sûr. Genre, en gros, les gens qui s'abonnent ou qui commentent, tu vas les DM. Et puis après, tu as toute une trame de setting avec des questions sur la situation actuelle, la situation désirée, les blocages. Après, tu proposes un call, tu vois. Et en fait, tu mets des setters, donc des gens qui sont sur le profil de la personne, qui répondent aux DM. Ils pensent que c'est le créateur de contenu, parce qu'en gros, le setter, c'est le clone du créateur de contenu. Et ils se disent, putain, ce mec, il m'apporte de l'importance. Ok, je vais prendre un call avec lui. Puis après, tu le closes en appel, tu vois. Et toi, du coup, tu gères aussi avec les setters
Ouais. cet aspect-là, C'est ça. cet aspect de Du marketing. coup, j'ai des setters et puis après, je les place sur les différents créateurs de contenu. Et en fait, les setters, en vrai, la plupart des setters, c'est un peu des... En fait, ils se disent, OK, je vais faire de l'argent sur mon téléphone, mais en vrai, ils sont un peu, entre guillemets, incompétents, donc tu es obligé de les reformer un petit peu au début. Mais c'est un peu le poumon de ton business après, tu vois. J'allais justement y venir, parce que du coup, je me fais aussi démarcher par des comptes, Ouais, c'est ça. je me fais aussi démarcher par des setters, et franchement, la plupart, c'est des questions un peu bateau, qui font genre, au final, qui se mettent à ta place, mais que à moitié. Ouais. Et si tu as le malheur de mettre 2 jours à répondre, ils vont te relancer avec un truc à la con. Avec un GIF. Avec un gif à la Voilà, con. c'est ça. Mais comment Ça, tu fais pour former des setters, entre guillemets les former, ou en tout cas gérer une trame avec eux qui se différencie, qui reste humain et qui est pas trop... Bon, toi, le fait que ce soit pirate, je me fais pas de soucis. Non, mais t'as donné la réponse. En fait, il faut que ça reste humain parce que tous les setters, ils vont dire ah, tu t'es abonné à mon compte, c'est trop cool, t'en es où dans ton projet d'Aerox, tu vois, je dis n'importe quoi. Sauf que tu vois bien que c'est un message commercial. Enfin, tu vois, tu sais que le mec vend du coaching, ça. Par contre, si tu arrives et tu dis putain, merci de t'être abonné à mon profil, j'ai vu sur ton profil que tu étais de Paris, c'est bien ça, tu vois. Et donc, en gros, tu rentres par autre part que par une question qui pourrait être commerciale, et tu dis ah ouais, je connais Paris, est-ce que tu as des coins à me recommander? D'ailleurs, tu fais quoi dans la vie? Et là, après, tu peux enclencher ta trame, tu vois. Et en gros, c'est cette première partie, tu vois, qui va te permettre après d'avoir une conversation qui va être beaucoup plus humaine et qui va permettre de casser cet aspect commercial, tu vois. Parce que les gens, maintenant, ils sont un peu, tu vois, aware par rapport à ça, au setting, que les gens, ils vendent en DM. Donc voilà. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je mets totalement en place lors de mes R1 Ok. avec mes clients, toujours avant de procéder au rendez-vous. Ouais. Alors, la plus grosse erreur, ce serait de parler de la pluie, du beau temps, Oui. d'un truc bateau, mais tu sais de trouver un élément. Parfois, ça peut être je sais pas, sur son bureau, tu vois qu'il y a, je sais pas, un mini-skate. Putain, ouais, toi, tu faisais du skate Voilà, plus c'est ça. jeune. C'est ça. Bah ouais, ok, ça marche trop bien. Ah ouais, putain, t'allais où et tout. Et là, tu t'intéresses à la personne, elle se sent écouter, elle se dit, ah ouais, dinguerie. Genre là, c'est vraiment un bon gars qu'il y a devant moi, quoi. Quelque chose que tu as en commun, tu vois. Ouais, exactement. C'est dans les principes de Cialdini, tu sais, je t'avais dit de lire Influence et manipulation. Ouais. Je crois que c'est le principe de sympathie ou d'unité, je sais plus exactement. Mais en gros, quand tu as des similitudes avec quelqu'un, et le courant il passe beaucoup mieux, tu vois. Genre tu dis, ah putain, moi aussi j'ai fait ça, ah moi aussi je viens de là, et après direct, t'as plus de courant, tu vois. Carrément. Et est-ce que toi tu serais prêt à pirater et à pas mentir, mais à vraiment bien enjoliver la situation pour faire en sorte que ça puisse passer le courant, ou t'es pas à ce point? Non, je pense qu'il faut toujours rester transparent, tu vois, parce qu'à partir du moment où la personne a l'ombre d'un doute, c'est fini, tu vois. Donc en vrai, toujours rester transparent, toujours dire la vérité, tu vois. Mais par contre, tu vois, récupérer des informations, des choses comme ça, ce qui nous aide à vendre notre service, ok, à partir du moment où le service que tu vends est bon et qui va aider la personne. Tu vois, il n'y a pas de mal à vendre quelque chose qui va vraiment aider la personne. Par contre, je ne travaillerai pas avec quelqu'un, tu vois, qui vend un truc bullshit, tu vois. Enfin, il y a quand même, tu vois, ton éthique qui joue, ton éthique à toi, te dire que tu vends de la merde aux gens, c'est chiant. Et c'est pour ça que, après moi en back-end, j'aide les créateurs, tu vois, tu vois, je fais pas que le marketing, je les aide aussi sur la delivery à délivrer le maximum pour leurs clients, que les clients aient le maximum de résultats, parce que moi, dans tous les cas, on aura des meilleurs témoignages clients, mon créateur, il aura plus de ventes, et puis tout le monde sera content, tu vois, en fin de compte. Toi, comment ça se passe la delivery? Comment est-ce que tu gères ça? La partie vraiment delivery, tournage, montage, c'est ça, ouais. le cœur du métier. Le cœur du métier, ouais. Le cœur du métier, j'arrive à un point où, au final, la liste d'attente s'allonge sur ma partie montage. Ouais. Les tournages, je suis pas toujours disponible, donc je suis obligé aussi de temps en temps de travailler avec d'autres vidéastes. Ok. Donc pour la partie delivery, moi en fait, mon but, clairement, c'est dans 2-3 ans avoir une agence. Pourquoi 2-3 ans? Faire les choses quand même. En fait, je pense qu'il faut quand même partir du principe qu'il ne faut pas sauter les étapes. Ouais. Et puis, il faut réussir à quand même faire ça en un maximum de temps pour faire les choses bien. Mon but dans 2-3 ans, en fait, c'est d'avoir une agence, surtout avec d'autres vidéastes. Ok. Je pense un commercial au moins, Des qui monteurs. s'occupe vraiment de l'acquisition client,
Ouais, des monteurs aussi. Et même plus globalement, en fait, j'aimerais bien aussi développer la partie site web, Okay. la partie site Branding. web, la partie design, graphisme, DA. Et en fait, que j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, bah voilà, on veut faire la communication globale prend de un notre package, entreprise. quoi. On veut Ouais. que notre entreprise, elle explose. Et voilà, bah ok, tu veux faire ça? Ok, j'ai ça. Tu Et veux faire ça? Ok. Est-ce que tu voudrais faire tout dans la même agence ou plusieurs petites agences? Non, je pars du principe que si un client il vient vers moi, Ouais. il veut pas s'embêter en fait. Ouais, Il veut ok. vraiment la top qualité, Ouais. évidemment pour un bon rapport qualité-prix, mais que tout soit fait en interne et que lui, il se dise pas ah ouais mais faut que j'aille là faire ça, faire machin. Et ta vision là-dessus, c'est quoi? C'est de faire la plus grosse ou la meilleure? Bah, est-ce que je pense que la taille après, c'est pas la taille qui compte. Non, mais sérieusement, je pense Ouais. que c'est pas réellement la taille qui compte, en tout cas dans un premier temps. Moi là, je suis encore plus ou moins loin de ça. Ouais. Donc mon objectif dans 2-3 ans, c'est déjà de pouvoir déléguer beaucoup de tâches. Ouais. Après, tant que ça grandit et tant que le résultat est là, bah ouais, pourquoi pas être 50? Ok. Pourquoi pas être 50? Ok. Si les clients sont satisfaits, si tu as du résultat, si ça bosse Ouais. bien et que tu es entouré de bonnes personnes, je vois pas pourquoi tu devrais te restreindre à Ouais, c'est sûr. 5 personnes. Et le goal derrière tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, Genre, c'est quoi ton objectif avec ton agence, tu vois? C'est gagner de l'argent? je pense que c'est déjà une satisfaction. Ouais. Et Le challenge? moi, le but aussi de déléguer, c'est, tu vois, un jour, je sais pas, tu te casses une cheville, Ouais. tu peux plus rien faire. Ouais. Bah, tu sois pas là à galérer et à attendre que ta cheville se répare et Que ça avoir puisse zéro tourner sans entre-temps. toi, quoi. Que ça puisse tourner sans Ouais. moi, que si je veux partir en vacances, je pars en vacances. Ça continue de tourner sans moi. Ça, c'est beau. Mon entreprise, elle génère quand même du chiffre. Et ouais, c'est ça, de déléguer avec des bonnes personnes. Et je Ouais. pense que ça, c'est essentiel de toute façon, de réussir à créer un lien de confiance avant de pouvoir déléguer la moindre tâche. Ouais. Qu'il y ait vraiment toujours cet aspect de confiance. Et après, c'est comme ça que tu arrives à gravir les échelons au final. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Bah, c'est une belle vision. Toi, ta vision à 2-3 ans aussi? Bah, moi, 2-3 ans, en vrai, agence, là, j'ai vraiment envie de le faire, là, rapidement. Parce qu'en fait, j'ai quand même de la demande, tu vois, que je peux pas prendre tout seul. Mais moi, ma vision, c'est plus être pas beaucoup, mais Tout casser. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ma vision, c'est que ça s'appelle des A-players, tu vois. Et c'est que avoir des mecs bouillants, être pas beaucoup, pouvoir utiliser à fond l'IA, etc. Et puis pouvoir faire énormément, enfin délivrer énormément à pas beaucoup et un service ultra quali, tu vois. J'ai pas envie qu'on soit beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de gestion. Et à mon avis, quand t'es beaucoup, tu vois, tu perds un peu ton rôle dans l'opérationnel, je pense. En tout cas, enfin, tu fais plus de management, etc. Mais ouais, je kifferais être toujours un peu dans l'opérationnel, tu vois, et qu'on soit une petite team et qui en puisse tout casser. Et d'ailleurs, ça vient à un autre sujet qu'on avait noté. Mais toi, du coup, tu fais du présentiel, même pour tes rendez-vous, etc. Ouais. Tu fais pas de visio pour closer les gens? Non. Non, ok. Et qu'est-ce que t'en tires du présentiel Bah en fait, déjà, je pense qu'il y a 2 teams. Il y Ok. a la team qui peut pas se permettre de tout simplement venir en présentiel Ouais. parce que tes clients, ils peuvent être très loin. Ils peuvent être à Marseille, nous on est Ouais. dans notre champ là. à Vic. Ça risque d'être compliqué d'aller jusqu'à Marseille, à part si ça vaut vraiment le coup que tu ailles à ton Ouais. rendez-vous jusqu'à Marseille. Mais moi, aujourd'hui, je peux me permettre, parce que je travaille beaucoup en local, sur la partie d'entreprise, je peux me permettre aussi de travailler en local. Donc, je privilégie énormément le présentiel Ouais. pour vraiment le contact humain. Comme ça, tu sais que tu as vraiment la personne qui est en face de toi, qui est focus sur ce que tu dis. Ouais. Toi, tu es focus sur ce qu'elle dit. Et tu n'as pas de mal à te concentrer, tu n'as pas de bug de connexion. t'as C'est pas ça. de- C'est ça. Donc ouais, Et t'as je pense le que côté humain. Et en fait, moi aussi, c'est intéressant parce que souvent, c'est des entreprises. Donc les tournages, ils se passent directement dans Ouais. l'entreprise. Moi, ça me Faire du permet aussi repérage. d'aller voir et d'aller faire mes propres repérages. Donc je fais vraiment d'une pierre deux coups à procéder comme ça. Maintenant, il y a certains clients avec lesquels, évidemment, je ne peux pas Ouais. me déplacer sur place. Mais qui ont niveau pas de confiance, locaux. c'est bien aussi, je pense. De voir la personne Ouais. humaine en physique, tu vois. Genre, la confiance, elle est direct au-dessus, tu vois. Que Bah, direct, carrément. enfin, que En fait, tu vois l'humain derrière l'écran. Ouais, c'est ça. Tu vois l'humain directement. Et puis, comme on dit depuis le début, vu que l'humain est quand même au cœur de nos Ouais. domaines,
et ben ça reste important ce côté humain. Et puis même, tu vois, on parle de faire grandir aussi notre entreprise. C'est quelque chose que j'essaierai aussi toujours de faire, ou en tout cas de déléguer, peut-être avec un commercial qui, lui, ira sur le terrain. Dans la majeure partie du temps, ou en tout cas c'est possible. Après voilà, la visio. En tout cas, moi je dirais terrain, visio, téléphone, parce que quand t'as pas la personne devant toi, c'est pire. Et mail, mail, message, c'est encore plus compliqué, ou ça demande encore plus de temps. Ouais, mail en plus, les gens des fois ils se disent je répondrai plus tard, des choses comme ça, vas-y. Ouais, bien sûr. Ils répondent jamais. Clairement. Des fois tu dis mais mec, je peux te faire gagner tellement d'argent, ou je peux te faire un truc tellement fou, et c'est frustrant parce que la personne elle va pas répondre, tu vois, ou alors elle va t'envoyer balader. Putain, moi je me dis, des fois je vois des profils qui m'envoient balader, tu vois, parce qu'en vrai en prospection des fois tu te fais envoyer chier. C'est normal, c'est le jeu. Et des fois je me dis mais mec, on pourrait faire tellement quelque chose de fou, tu vois, ensemble. Et non. Et ouais, je préfère faire ça solo dans mon coin. Mais puis après, tu vas mettre 2 ans, alors que moi, en 3 mois, c'est bon. Parce que il y a aussi beaucoup d'entreprises, moi je parle pour les entreprises, mais en règle générale, beaucoup de business en tout cas, qui ne cherchent pas spécialement à faire plus, qui ne cherchent pas spécialement à se développer. Et la communication, le marketing, c'est bon, on verra ça demain, on verra ça au final. On verra ça quand l'entreprise tournera moins. Et ils qu'ils n'auront pas de budget quand ils n'auront plus de budget, quand ils n'auront pas le temps. Et c'est vrai que ça peut vite être en dents de scie au final quand tu n'as ni marketing, ni communication. C'est un peu comme l'IA. Enfin, tu vois, les gens qui se mettent pas, qui font pas de communication, les entreprises qui font pas de communication, en vrai, au bout d'un moment, ce sera peut-être un peu chaud pour elles, tu vois. C'est comme celles qui se mettent pas à l'IA. Au bout d'un moment, ce sera peut-être un peu chaud pour elle, parce qu'il y en a qui vont le faire. Ouais. Après, là, pour le coup, l'IA, tout dépend des domaines. Je pense que si un restaurateur, il se met pas à l'IA, il arrivera peut-être quand même à gérer ses crêpes. Mais, mais s'il y a un mec qui se met en face, tu vois, qui utilise très bien l'IA, qui gère mieux, tu vois, ses dosages, qui gère mieux son approvisionnement, qui gère mieux, même sa communication avec l'IA, il peut se faire avoir, tu vois. Ouais, c'est clair. En vrai, je pense que faut faire quand même super gaffe. Pour moi, ceux qui s'y mettent pas, tu vois, ils vont se faire bouffer. Ouais, en tout cas, je pense surtout dans le digital. Après, dans le physique, moins. Mais je pense qu'il y a quand même... c'est quand même un peu chaud, tu vois. Parce que t'es pas à l'abri qu'il y a un mec qui se dise, même s'il fait pas de crêpes, qui se disent, vas-y, moi, tu sais quoi, je suis super bouillant en IA, je suis capable de faire une communication de faux tout seul avec l'IA, je suis capable de tout gérer avec l'IA. De voir, je sais pas, même si je dis n'importe quoi, il a un food truck, de savoir où c'est mieux fréquenté, quelle date, quelle heure, tu vois, des choses comme ça. Le mec, il prend plus de marché, je pense. Ouais, clairement. Mais est-ce que, je pense que aussi, mine de rien, dans nos domaines, on a des cibles qui ne peuvent pas être atteignables. Exemple, le kebabier du coin qui va faire son kebab, il fait aucune communication, il fait rien du tout. Et puis en fait, c'est aussi des entreprises qui ont pas réellement d'évolution possible, à part, tu vois, pour le kebabier, c'est quoi, ouvrir un deuxième kebab. Ouais. En fait, après, c'est pas des gens qui veulent trop faire du business et de l'expansion. C'est pas en fait des gens. Je pense qu'il y a des gens aussi qui juste ne veulent pas. Juste ne veulent pas faire plus. Se contente. Après, c'est pas trop notre cible. Donc c'est pas du tout notre cible. Mais c'est intéressant aussi de voir le. Ouais, carrément. C'est clairement pas notre cible. Je suis d'accord. C'est évidemment pas notre cible. Et je pense que plus globalement, c'est juste pas notre mentalité non plus. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un qui veut pas. Qui est pas ambitieux, tu vois. J'ai pas envie. Si le mec est pas ambitieux, de toute façon, ça sert à rien qu'on bosse ensemble parce que moi, le but, c'est de faire gagner le plus d'argent possible à la personne, que la personne, elle fasse grossir le plus possible sa boîte. Si la personne n'a pas envie de faire ça, moi je toucherai pas mes commissions, donc ça sert à rien, tu vois. Je pense que pour toi c'est encore pire, mais pour moi évidemment que ça en fait partie aussi. Si quelqu'un ne compte pas développer spécialement son business et sa boîte, moi j'ai pas spécialement d'intérêt. Et puis en fait la personne, c'est moins motivant. Plus de light. La personne en face elle verra même pas de plus-value, donc. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, comment est-ce que tu t'y prends sur une journée de tournage? Comment ça s'organise? C'est quoi un peu le... Fais-moi une journée de tournage, genre t'arrives chez le client, tu vois, comment ça se passe? Mais c'est marrant que tu demandes ça avec la journée de tournage, parce qu'en fait le tournage il débute même avant la journée de tournage, avec vraiment la pré-production. En fait, tu pars même du rendez-vous, tu pars même du R1. C'est là que tu cherches évidemment. R1 pour rendez-vous numéro 1. Rendez-vous numéro 1, c'est ça. Donc tu as le R1, parfois tu as un R2, tu as au moins le R1 en rendez-vous découverte où tu fais en sorte de connaître le maximum de choses sur l'entreprise,
connaître les besoins, etc. Toi, tu travailles, moi en fait, je travaille toujours grâce à ça, grâce aux besoins de l'entreprise pour avoir la vidéo la plus optimisée possible. Pour savoir, tu prends des notes, comment tu fais? Alors, j'ai deux possibilités. Soit je prends des notes, soit si je demande au client la permission, j'enregistre directement. Ouais, c'est bien, si vous mettre dans Claude. Ça peut faire des petits récaps un peu plus simples. Donc pour les grands rendez-vous, je demande d'enregistrer, ça reste quand même plus simple. Et en fait, c'est juste tout simplement largement plus efficace, largement meilleur. Ouais. Donc voilà. Après, ça peut aller en R2, mais bon, je t'épargne les détails. Okay. Ça passe en pré-production. Donc pré-production, c'est là où tu réfléchis exactement au projet, comment ça va se boutiquer. Pendant le R1 que tu as fait en physique, tu as vu les lieux, donc tu peux optimiser aussi la pré-production grâce à ça, pour que ça réponde au maximum aux besoins du client. Et une fois que tu as tourné la pré-production, que tu as déjà tes plans en tête, que tu as déjà ton idée de vidéo bien détaillée en tête et directement sur papier, sur écran, bah, tu passes à la journée de tournage et même encore avant la journée de tournage, tu prépares ton matériel, tu charges tes batteries. Ça, je t'ai parlé des détails. Tu prends ta carte SD. Tu prends ta carte SD pour tes micros, c'est clair. Et donc voilà. Et quand t'arrives? Quand t'arrives, sympathiser évidemment, toujours le côté humain, tu resympathises évidemment avec ton client, tu refais un petit brief de comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Moi, souvent, par exemple, un tournage de podcast comme ça. J'ai besoin de faire d'autres plans évidemment de l'entreprise, donc je vais commencer par faire un minimum de plans de l'entreprise. Ensuite, je passe à la partie vraiment interview. Ça me permet en fait de savoir où je mets les pieds, de savoir déjà avoir des plans et avoir une idée de ce que je peux poser comme question, sur quoi on va diriger. Si évidemment la partie interview est pas faite directement en pré-production. Et je retourne forcément des plans après pour avoir déjà deux moments différents et surtout pour ajuster exactement ce que je compte mettre dans la vidéo en fonction aussi de ce que la personne va me dire. Ouais, Donc ça, c'est pour un profil où ça se passe sous forme d'interview, non scripté. Quand c'est scripté, évidemment, c'est plus simple parce que je sais exactement quel plan ira où. Donc après, parfois, ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Et tournage terminé, on remballe toutes les affaires que logiquement, on n'a pas dispersées partout. c'est toujours un peu la complexité de la chose, vu que tu as beaucoup de matériel aussi. Et moi, ce que je fais pour ma propre gestion personnelle, j'envoie tout le temps la facture du solde au client dans la journée, si je peux, parce que ça me prend une seconde, simplement. Du coup, niveau facturation, comment tu fonctionnes? Moi, pour les entreprises en tout cas, je fonctionne avec un acompte de 30%. Donc ça, c'est simple. Comme ça, moi, ça me facilite. Et le solde après le tournage. Et en moyenne, j'essaye de ne pas dépasser 2 semaines de montage et le rendu avant les 2 semaines. Le rendu de la vidéo avant les 2 semaines. Après, évidemment, ça peut varier. Mais c'est en moyenne comme ça que je procède. Et le solde, évidemment, avant le rendu de la vidéo. Logique. Pour le rendu de la vidéo, c'est pareil. Moi, je suis team présentiel. Donc souvent, en fait, je vais directement sur place. Je montre la vidéo. Et après, s'il y a des modifications à faire, on fait les modifications. Et encore... Ça, c'est cool, en vrai. Ouais, c'est ça. Et souvent, même, tu vois, je ne demande pas spécialement à la personne de me dire ce qu'elle veut modifier direct. Je lui dis, bon, dans 2-3 jours, tu me demandes. Et comme ça, en fait, il a le temps aussi de voir les détails, de la re-regarder plusieurs fois. Avec d'autres personnes. D'avoir des avis, c'est important aussi. Donc voilà. Et souvent, les clients aussi font beaucoup confiance. Donc sur la partie modification, moi, je fais deux modifications possibles. 2 modifications possibles. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre... après, si les gens veulent modifier plus, ils peuvent... C'est facturé. C'est facturé. C'est un peu tout le monde... c'est ça, je pense. En fait, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que déjà, en termes de rush brut, moi, tous mes rushs, je les sauvegarde minimum 1 an. C'est comme ça que je procède. S'il y a des modifications à faire, elles sont techniquement possibles même longtemps après, même moins d'1 an en tout cas après. Et pour les vidéos finies, je les sauvegarde à vie. Donc je pars du principe que plus il y aura de modifications, plus aussi je vais avoir de vidéos à rester sauvegardées sur mes fichiers. Donc ça prend un peu de place, forcément. T'envoies les rushs bruts à l'entreprise aussi? Non, jamais. Non, jamais. Alors,
En fait, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais moi, mes rushs, en fait, quand ils sortent de la caméra, ils sont tout gris. Ils sont en log, donc ça passe forcément aussi par une étape d'étalonnage qui est super importante. Moi, en fait, je travaille comme ça pour vraiment avoir une patte personnelle qui m'est propre, donc un rendu aussi qui est de meilleure qualité techniquement, mais aussi passer par cette étape-là, ça te permet d'avoir un rendu qui est cohérent avec ta vidéo. Je t'explique, tu vas pas avoir un rendu hyper froid si tu es dans un champ là actuellement. Si tu parles avec un agriculteur qui bosse dans son champ, tu vas pas avoir un rendu super froid. À l'inverse, si tu bosses comme cette semaine j'ai pu le faire dans une cabine de peinture, évidemment la cabine de peinture en elle-même est déjà très froide avec des couleurs très bleutées. C'est ce qui permet de donner une ambiance un peu après. Exactement. Et puis même hormis l'ambiance, c'est ce qui techniquement va être retranscrit plus profondément en fait au fond de soi. Les teintes chaudes vont alors inspirer confiance, mais aussi être un peu plus chill, un peu plus détente comme on le fait actuellement au final. Et des teintes plus froides vont faire plus sérieuses aussi d'un autre côté. Donc les deux ont leur propre qualité. Ça permet de... je vois, c'est cool. Exactement. C'est cool. Là, tu filmes en log ? Là, je filme en log. Ok, trop cool. Je ne serais pas obligé de filmer en log vu que ça reste chill. Mais moi, c'est aussi pour mettre la DA. Pour ma propre DA. Et puis même, j'en ai pas spécialement parlé, mais là, on a deux caméras qui sont différentes pour pouvoir faire matcher aussi les couleurs. Que ce soit avec deux caméras différentes, mais aussi, moi, je travaille aussi avec beaucoup de drones. Donc, pour faire matcher le drone, pour faire matcher aussi des plus petites caméras, des action cam. C'est important aussi de pouvoir retravailler en post-production. Et du coup, c'est-à-dire que si l'entreprise, après, je dis n'importe quoi, elle filme avec son téléphone en log, toi, tu es capable de leur donner un preset ou quelque chose comme ça pour que c'est la même DA que ce que tu leur as donné ? Alors, oui et non. Parce que si tu filmes en log, en fait, tu filmes en manuel. Donc, tu peux techniquement filmer avec ton iPhone en log, mais ça reste compliqué. Il faut avoir la bonne exposition, la bonne balance des blancs. Il faut s'y connaître un peu. Il faut s'y connaître en vrai un peu. Non, c'était une question comme ça que je me posais. Mais ça peut techniquement, si la personne, soit je l'ai formée sur le fait de le faire, soit elle connaît déjà un petit peu les bases, ça peut clairement être faisable. Et puis, un iPhone, justement, permet d'être matché avec des caméras plus professionnelles en filmant en log. Et voilà, ça reste une contrainte en plus. Ça reste des connaissances à avoir pour pouvoir le mettre en place. Et voilà, l'étalonnage derrière, comme tu dis, c'est pas spécialement un preset. C'est toujours modifié en fonction du plan. Donc ça demande aussi plus de temps en post-production. Et de compétences. Et voilà, le rendu est là. Tu as un rendu beaucoup plus premium, beaucoup plus qualitatif. Et en termes plus global, juste plus cinématographique, entre guillemets. Le mot que les vidéastes n'aiment pas trop dire. J'ai cru comprendre. C'est un peu tout. C'est utilisé à beaucoup de sauces. Donc, trop bien. Carrément. On passe sur la preuve sociale. C'est ça. Les avis clients. Du coup, toi, aujourd'hui, avec tes clients, comment tu procèdes sur la partie, justement, avis ? Peut-être des témoignages clients aussi, mais en tout cas, tout ce qui va être recommandation. Il faut se dire que les avis clients, témoignages, tout ce qui englobe, on va dire, la preuve sociale, c'est quand même quelque chose qui est ultra important. En général, on dit qu'il faut mettre la preuve sociale autour du call to action, on va dire, ou autour, par exemple, si tu prends les gens en appel de vente, il va falloir envoyer des témoignages autour de l'appel de vente. Genre, avant qu'ils prennent l'appel de vente, après qu'ils aient pris l'appel de vente, et avant l'appel de vente, tu vois. Genre, à partir du moment où ils bookent, il faut vraiment qu'il y ait des témoignages clients, de la preuve sociale autour, parce que c'est vraiment ce qui permet aux personnes de se dire « Ok, c'est à moi, je me reconnais là-dedans, c'est fait pour moi, et vas-y, let's go, je paye, et puis on y va. » tu vois. Donc la preuve sociale, c'est super important. Tu as plein de types de preuves sociales. Ça peut être des témoignages clients, donc des témoignages vidéo, un client qui se filme, etc. Ça peut être des témoignages aussi en vidéo, c'est-à-dire tu vas faire un témoignage avec ton client, tu vas faire une discussion, une interview, un peu comme on fait un podcast ou des choses comme ça. Et ça peut être un avis client écrit. Moi, les avis clients écrits, en vrai, j'aime bof, à part quand c'est tiré d'une conversation WhatsApp ou des choses comme ça. Mais il faut vraiment se dire, ton témoignage client ou ton avis client, ta preuve sociale, il faut absolument qu'elle soit authentique. À partir du moment où les gens ils ont l'ombre d'un doute, c'est fini.
Genre, ils n'auront plus jamais confiance en toi. Tu brises la confiance. Et l'ère où on est avec l'IA, tout le monde qui essaye de lancer un business, etc., la confiance, c'est vraiment ce qui prime. Donc, il ne faut vraiment pas se foirer sur ces témoignages clients. Et moi, comment est-ce que je recommande aux créateurs avec qui je travaille d'utiliser les témoignages clients? C'est par exemple, dès qu'ils ont un message sur WhatsApp, des choses comme ça, de mettre la capture en brut, tu vois. Comme ça, au moins, on voit que c'est authentique. Ou alors, de demander aux clients soit de faire un témoignage podcast, comme on fait là, soit, sinon, ce qui est beaucoup mieux, mais ce qui demande plus de production, on va dire, c'est que, tu vois, un podcast, comme on fait là, sur un témoignage client, c'est un peu chiant à regarder. Genre, si tu as 30 minutes de vidéo, que ce soit une visio ou même en réel, c'est un petit peu chiant à regarder. Et ce qui peut être bien, c'est de faire des témoignages à thème. Par exemple, pour un coach sportif, tu vas voir ta cliente en physique. Donc, il faut qu'il y ait un client à côté de toi, tu vois, qui habite pas trop loin non plus. Mais tu partages une séance et pendant ta séance, tu viens poser des questions. C'est beaucoup plus cool à regarder. Ça donne beaucoup plus de crédibilité, tu vois, que de regarder une visio de 30 minutes où tu poses des questions bateau. Mais c'est encore une fameuse technique du pirate. Ouais, c'est ça. Je crois que je vais me renommer sur Instagram. Ah, elle est clean, cette technique. Ouais. Et qu'est-ce que tu poses comme question dans tes témoignages clients? Ce qu'il faut en général poser, c'est des questions sur la situation actuelle d'avant, donc avant le coaching ou avant la formation, l'objectif d'avant, les blocages d'avant, et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu recommandes à quelqu'un de faire la même chose? Puis après, tu laisses un peu aussi les gens s'exprimer. Il ne faut pas que ça soit trop scripté, parce que pareil, faut que ça paraisse authentique pour que ça marche. Ce qui est pas mal aussi, c'est que nous, en vrai, pour tous les créateurs que j'accompagne, on vend que sur appel de vente. Ça permet de voir si la personne en face de toi est vraiment la bonne personne, si tu es vraiment capable de l'accompagner. Parce qu'après, si c'est une personne qui achète sur une page de vente et que tu n'es pas capable de l'accompagner, ça te fait une mauvaise pub, etc. Tu vois, la personne va peut-être se plaindre, tu as des remboursements, des litiges, etc. C'est chiant. Et du coup, où est-ce qu'on met tous ces témoignages? Comme je disais, autour de l'appel de vente, donc de la réservation de l'appel de vente. Ce qu'on fait, c'est que quand les gens ils bookent un appel, donc ils remplissent un calendrier avec des questions, et à partir du moment où ils cliquent sur planifier le rendez-vous, ils tombent sur une page de remerciements. Et sur cette page de remerciements-là, tu as tous les témoignages clients. Donc en fait, on va forcer les gens en leur disant on parlera de ces vidéos-là en appel, donc regarde-les bien. Et c'est des témoignages clients. Et les gens, comme ils ont peur de ne pas être au courant de ce qui est dit dans les vidéos, et ils regardent les vidéos. Et donc ils regardent les témoignages clients. Et puis ils arrivent, en fait, si tu veux, ils arrivent en appel de vente, ils sont beaucoup plus chauds que s'ils n'avaient pas vu les témoignages. En fait, si tu veux, si je décompose un petit peu le funnel qu'on a, c'est on fait une publicité, on incite les gens à s'abonner. Quand ils s'abonnent, on vient faire du setting en DM. Donc on vient leur poser des questions en DM pour savoir qui ils sont. On leur propose un appel. Ils bookent cet appel en remplissant des questions. Ils tombent sur une page de remerciements avec les témoignages clients. Et après, on vient créer un groupe WhatsApp avec du coup le créateur de contenu, moi et la personne qui a booké le rendez-vous. Et on rebalance les témoignages clients en disant vraiment fais attention parce que vous en parlerez de ces témoignages-là en appel. Donc regarde-les bien. Et puis ça nous permet aussi de relancer les gens pour qu'ils soient à l'heure en rendez-vous et vraiment avoir un taux de no-show qui est proche de zéro, tu vois. Donc c'est cool. C'est à peu près ça que j'ai à dire sur les témoignages clients. Si peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une base de témoignages clients qui soit classée donc par type de persona. Donc tu peux bien sûr vendre pour résoudre un problème, mais tous les gens qui ont besoin de résoudre ce problème, ils sont pas forcément, ils n'ont pas forcément le même profil. Et quand tu connais le profil de la personne qui est en témoignage client, tu peux à tes prospects balancer le bon témoignage à la bonne personne. Ça permet que la personne ça se reconnaisse à fond dedans et qu'elle dise ok c'est fait pour moi. Alors qu'en vrai tu en as peut-être plein, mais tu vas lui pousser le bon témoignage client. Ça c'est assez puissant parce que comme je disais, ça leur permet de se reconnaître. Et ton setter, tes ads, tes témoignages clients, c'est vraiment le triptyque et c'est vraiment le poumon de ton business. Et à ne pas négliger. Et pour revenir là-dessus, tu parlais aussi beaucoup de faire pourquoi pas des vidéos par exemple avec ton client à la salle ou autre. Donc là ce serait peut-être des vidéos un petit peu plus tournées, un petit peu plus quali. Mais tu vas me vendre tes services. Non mais c'est une réelle question que je me pose, j'ai mon propre avis là-dessus. Est-ce que techniquement selon toi la qualité de la vidéo va influer la personne qui va la regarder et influer la confiance qu'il peut y avoir derrière en fonction aussi de... À fond.
Ok. À fond. Je pense que moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'effet de halo. En gros, c'est la première impression que tu as de quelque chose va déterminer toutes les impressions que tu vas avoir par la suite. Ok. Et donc, si tu vois que la qualité est merdique et que les propos sont nuls et que c'est fait à l'arrache, et ben les gens, après, ils vont avoir une mauvaise image de toi. Et ce sera beaucoup plus difficile de redorer ton image, alors que si tu pars direct du bon format, avec un beau cadre, etc., bah, c'est beaucoup plus simple. Tu fais confiance plus à une personne qui est en costard ou à une personne qui a le look d'un SDF, tu vois. c'est ça l'effet de halo. Genre, tu vas avoir beaucoup plus confiance en la personne qui est en costard, alors que peut-être que c'est la personne qui va t'entuber, tu vois. Mais parce qu'il est en costard, c'est des biais cognitifs, tu vois, que tout le monde a dans son cerveau. Et c'est pour ça que je pense que faire une belle vidéo avec une belle prod, bah, ça donne un bien meilleur effet et ça t'aide beaucoup mieux à convertir par la suite, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est plutôt marrant parce que tu as beaucoup vendu au final ma paroisse. C'est ça, bah ouais. Et mais c'est la vérité. Ouais. Et Alors, je pense c'est vrai que c'est la on vérité. peut même dire que c'est prouvé par la science, je pense. Mais je pense que c'est la vérité aussi pour ton persona. Et moi, mon persona, en fait, il fait pas de témoignages clients. Les entreprises, elles font très très peu de témoignages clients. Et pourtant, ça devrait. Et au final, elles se contentent des avis Google. Ouais. Donc, moi, en fait, je suis à un stade où je suis un peu loin de ça. Je fais en sorte de mettre des témoignages clients avec certaines entreprises. Parce que ça me semble aussi excessivement important. Maintenant, j'essaye de pas trop brusquer les entreprises aussi par rapport à ça et je fais en sorte aussi qu'elles puissent faire leur propre témoignage client à leur sauce, juste déjà un peu raw, filmé au téléphone, que ça puisse être posté. C'est mieux que rien en vrai. C'est ça. En fait, je pense que avant de faire de la grosse qualité, il faut aussi réussir à mettre le pied dedans et aller dans l'engrenage petit à petit. Mais toi, tu pousses les entreprises avec qui tu travailles à faire des témoignages clients. Bah bien sûr. Ouais. Bah bien sûr. Parce que c'est le nerf de la guerre. Ouais, et puis, la confiance, de toute façon, tu l'as très bien expliqué pendant 5 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Tu as donné full valeur là-dessus. C'était super bien expliqué. Donc La confiance, c'est ce qui... En vrai, c'est le nerf de la guerre maintenant, je pense, la confiance. Bien sûr. Donc c'est vraiment important. Je te propose un petit truc. On se pose 2-3 questions, on y répond, etc. en mode très rapide. Ok. Et on voit. C'est quoi ton stack un peu de travail, genre sur l'ordinateur par exemple? DaVinci Resolve, Claude Code. Après, il peut y avoir Gmail. Fathom pour enregistrer ses calls gratuitement. Enregistrer ses calls gratuitement, exactement. En visio. Ouais. Et je pense que déjà, on est pas mal. Déjà, rien qu'avec ça, là, avec ces 4 trucs, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Et toi? Est-ce que s'il devait y avoir 4 applications, 4 stacks que tu utilises sur ton ordi quotidiennement à conseiller? Et pourquoi? Alors, Whisper Flow pour la dictée vocale. Comment j'ai pu oublier? Claude Code, Notion et en vrai WhatsApp, je pense. Ah ouais? Ouais. WhatsApp, je communique beaucoup avec WhatsApp en fait. Bon, je m'étale pas, mais en fait, je communique par WhatsApp parce que tous mes clients sont sur WhatsApp. Donc en vrai, je vais pas leur faire décaler de plateforme, tu vois. Bien sûr. C'est beaucoup plus simple. Ok, et c'est quoi Whisperflow? Whisperflow, c'est en gros, c'est une application de bureau, on va dire ça comme ça, qui te permet en fait d'avoir la synthèse vocale comme sur iPhone, comme avec Siri ou des choses comme ça, et qui permet en fait de transcrire ce que tu dis, mais vraiment parfaitement. C'est-à-dire que si tu vois que l'IA, quand tu parles dans ton micro et ça écrit sur ton ordinateur, si tu vois qu'il y a une faute, tu vas corriger la faute à la main, mais ça va l'enregistrer dans ton dictionnaire par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ta voix. Donc ça, c'est ultra puissant. Honnêtement, je pense que je gagne 4-5 heures par semaine. Hein. Ouais. Et puis en plus, tu peux mettre en dictée vocale, en main libre, donc tu peux limite bouger un petit peu si tu as envie. Donc c'est vraiment cool. Et ça, tu peux l'utiliser n'importe où sur ton ordinateur, que ce soit sur Google ou sur Claude ou n'importe où. Partout. À partir du moment où tu as le bouton pour mettre ta souris et écrire du texte, tu peux utiliser Whisperflow. Honnêtement, je pourrais plus m'en passer. Toi, je sais pas. Je te pose des questions là-dessus. Oui, moi, je suis total convaincu de ce gadget-là qui te fait gagner au final surtout un temps énorme, gratuitement et de façon méga optimisée. Comme tu dis, en fait, avec Whisperflow. Ouais, Whisperflow, avec Whisperflow, le truc, c'est que tu appuies sur un bouton,
tu parles et c'est Ouais. bien encodé. Ouais. Et puis Ça met les virgules. ouais, ça met les virgules. C'est Et tout puis tu peux carrément même avoir des réglages de ponctuation. Ouais. Tu peux avoir si tu veux ne pas mettre de ponctuation, tu peux ne pas mettre de ponctuation. Et ce qui est sympa en plus, c'est un peu addictif en plus parce que tu vois le nombre d'heures que tu as sauvegardé dans ta semaine par rapport à tout ce que tu as écrit. Ah, j'ai jamais regardé ça. En fait, sur l'application, tu vois combien d'heures tu as sauvegardé ou combien de jours tu as sauvegardé, tu as économisé dans ta vie, quoi, grâce à Whisperflow, à la place d'écrire au clavier. Moi, en vrai, j'écris plus. Et des fois, mon Whisper, il bloque. Enfin, il bug un petit peu quand ma connexion. Tu sais plus faire. Ah ouais, je suis là avec mon clavier, je sais plus utiliser mon clavier. Ouais. Ah ouais, incroyable. Ouais, carrément. Petite autre question, c'est quoi la plus grosse presta que tu aies faite? La plus grosse presta en termes de rémunération, en termes de charge de travail? On va faire rémunération en premier et peut-être charge de travail en deuxième, si tu veux. En termes de rémunération, alors je réfléchis. En termes de rémunération, la plus grosse presta que j'ai faite était à 3 900 €, je crois. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs jours de tournage, Ouais. beaucoup de montage et 2 vidéos à rendre. Ok. 2 vidéos. Alors c'était des vidéos au final assez courtes parce que c'est pas spécialement la taille des vidéos qui va faire en sorte que ce soit cher ou pas. Ouais. Ça va jouer sur beaucoup de facteurs qui sont vraiment le temps de travail, le temps de pré-production, la qualité du rendu, le matériel que tu dois utiliser en fonction s'il y a plus d'options, s'il y a du drone, s'il y a la caméra au sol, des interviews. Tout ça, ça joue énormément. Et en termes juste de charge de travail plus globalement. Et c'est comme ça que du coup, par rapport à ça, que tu fais ton devis. Donc par rapport aux demandes. Ouais, okay. Exactement. Ouais. En fait, moi, je fais en sorte pour faire mon devis de comprendre le besoin du client, savoir combien de temps moi ça va me prendre en fonction du besoin et toujours évidemment faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible pour le meilleur résultat possible et d'optimiser pour que le client derrière n'ait pas une facture exorbitante. Que ça serve aux besoins du client. Et puis c'est pour ça que c'est bien en fait la vidéo parce que t'as pas de taux minimum entre guillemets. Ouais. En fait, tu peux faire une vidéo pour pas cher entre guillemets, mais voilà, tu vas juste passer moins de temps dessus. Mais tu peux avoir un rendu déjà qualitatif pour un prix tout à fait raisonnable. Ouais, carrément. Donc t'es pas obligé de taper dans du 4 000 € pour avoir une presta. Et encore, pour le coup, 4 000 € ça reste plus ou moins raisonnable. Pour le coup, c'était une presta que j'ai fait il y a un petit paquet de temps, mais les prix ont un peu augmenté depuis. Donc voilà. Ok, trop bien. Et toi, du coup, en termes de chiffres, avec les personnes avec qui tu as pu travailler, combien tu as pu générer je sais pas, un laps de temps de 6 mois, tu vois? En 6 mois, combien tu as réussi à faire générer en partant de zéro? Alors, je pense que là, en partant de zéro, du coup, avec une personne avec qui je travaille, on a lancé son coaching, du coup, en partant de zéro. Là, on doit être à... En vrai, je sais même pas, parce qu'en gros, l'objectif, c'est de faire le plus possible. Donc, en vrai, je sais même pas exactement. Faudrait que je regarde sur en gros, on utilise Whoop. Ok. Ça nous permet de split les paiements directement. En gros, ça tombe direct sur mon compte Whoop et direct sur son compte Whoop. Je pense qu'on doit être entre 55 et 60 000 seulement. C'est pas mal. Et il y a des paiements 2 fois, 3 fois. Donc, à chaque fois, en fait, comme on fait rentrer de plus en plus de clients, il y a de plus en plus de paiements en 2-3 fois qui arrivent. Donc, les mois d'après, même si on fait rentrer personne pendant 2 mois, on a des dizaines de milliers d'euros. Là, tu parles de en moyenne 50 à 60 000 € de cash collecté? Ouais, collecté. Donc, contracté, on est à plus. On a beaucoup plus, Ok. Faudra que je regarde. En gros, j'ai des trackers Excel, tu vois. Et puis, en fait, on met tout. Nous, on traque vraiment tout. Ah ouais. Que ça soit tout le setting. C'est important. Closing, tous les ads. En fait, si tu traques pas, t'es pas capable de savoir où tu optimises. Et en plus, avec Cloud Code, si tu as ton tracker ads, que ton Cloud Code est connecté à ton Google, à ton Business Manager, que tu as ton tracking par rapport à ton closing, que tu as ton tracking par rapport à ton setting, et en gros, tu mets toutes tes datas dans Cloud et tu te dis, là, où est-ce qu'il y a le feu, où est-ce que je dois aller intervenir, qu'est-ce que je dois améliorer. Et en fait, c'est un cercle vertueux, tu vois, parce que tu sais absolument où tu dois mettre le doigt, qu'est-ce que tu dois améliorer, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Ouais, carrément. Du coup, la personne avec qui tu as généré entre 50 et 60 000 € en moins de 6 mois, cash collecté en plus. Cash collecté, c'est pas mal, c'est une belle performance. Quand tu as commencé à travailler avec elle au début des 6 mois, elle avait en moyenne combien d'abonnés sur Insta? Et est-ce que tu passes uniquement sur Insta? Alors, du coup, on passe uniquement sur Insta, enfin en tout cas avec la personne avec qui je travaille. On fait un peu de YouTube, mais si tu veux, sur YouTube, c'est des vidéos qu'on met pas en public. C'est des vidéos, on va dire, privées, qu'on envoie un petit peu à l'audience, juste en mode cadeau, tu vois, pour vraiment avoir ce sentiment d'exclusivité.
Et ça marche assez bien. Ça nous permet aussi de récupérer des leads en mettant des pages sandwich qui demandent l'email avant d'atterrir sur la vidéo. Donc ça, c'est sympa. Et du coup, elle avait, je crois, entre 20 et 25 000 abonnés. Là, aujourd'hui, elle est à 34 000 abonnés. Moi, je gère pas trop le Insta, ce qu'elle poste. Je donne des recommandations. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un truc qui est vraiment intéressant pour savoir quoi poster sur les réseaux sociaux. C'est quand un client vous paye, vous lui envoyez un questionnaire post-achat pour comprendre pourquoi il a acheté, c'était quoi ses objections avant d'acheter, etc. Et en fait, ça vous permet de récupérer toute la data, vous donnez toute cette data-là à Claude, et ça vous permet de créer des reels et des sujets sur les thématiques que les gens ont données dans leur questionnaire post-achat. Ça permet du coup d'avoir toujours les bons sujets, les bons angles dans les reels que tu crées, tu vois. Ah ouais, incroyable. Ça, c'est vraiment c'est une mine d'or. Questionnaire post-achat qui permet de créer tout ton marketing en fait par rapport à pourquoi tes clients ont acheté. Donc en fait, tu peux pas te tromper après, tu vois. Tu peux pas faire entre guillemets un hors-sujet. Ça, c'est vraiment une mine d'or. Voilà. Intéressant. Est-ce que tu as d'autres petites questions? J'ai fait un bon tour là. Ouais, moi aussi j'ai fait un bon tour. J'ai fait un bon tour. Très content d'avoir fait ce podcast. Carrément. C'était vraiment très cool. Partagé. Au milieu de notre champ. Bon, on va faire le traditionnel mettez un like et abonnez-vous. Et bah oui, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne. Il y aura sans doute d'autres podcasts, peut-être avec d'autres invités d'exception. C'est ça, et peut-être d'autres choses, autre chose que des podcasts. Peut-être qu'il y a des petites... Un petit voyage en préparation, peut-être. Peut-être. Et peut-être que hormis ça, il y a d'autres projets qui risquent d'arriver. Ouais. On en parlera sans doute prochainement. Clairement. Peut-être pas maintenant. Ouais. Mais on en parlera plus tard, je pense, pour avoir tout soit carré avant, je pense. C'est ça. Mais ouais, c'était très cool. Carrément. À refaire dans un autre spot. Exactement. Ce serait cool d'avoir des spots différents à chaque fois. Et puis... Hasta luego. Merci beaucoup.